Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, le thème que je vais aborder est un peu particulier. On va parler des âmes errantes, oui, et on va parler aussi de la planche Ouija. Parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écrire sur cette question. Puis d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs commentaires aujourd'hui. Alors, on va essayer tranquillement de répondre à vos questions. Alors, Marie-France qui est arrivée, France, une autre Marie-France, j'ai Sandra, Nicole, Neuza, Isabelle, Steve, Lise. Bon, vous arrivez tous en grand nombre, ça me fait plaisir. Bougez pas une seconde, là, je vous laisse arriver tranquillement. Anna, Rosie, Nicole. Bon, oui, écrivez-moi que vous êtes présents avec moi. Lucie Mallette, Linda Robitaille, Colette. On est plusieurs. Je pense que vous attendez vraiment ce Facebook Live-là avec impatience. Ce soir, vous allez pouvoir m'écrire quelques questions, mais j'aimerais qu'on reste dans le thème des esprits du bas astral, les âmes errantes dans le bas astral, et aussi qu'on reste dans le thème du Ouija. Comme vous avez pu remarquer, je vais prendre l'habitude à tous les mardis soirs de faire des Facebook Live avec vous autres et il va y avoir des thèmes différents. Donc, gênez-vous pas dans la semaine pour venir sur mon fan club. Vous avez l'adresse en haut écrit. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon fan club et gênez-vous pas pour me poser vos questions, me suggérer des thèmes. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont parlé de plusieurs autres thèmes qu'on va pouvoir aborder ensemble. Alors, encore une fois, gênez-vous pas. Bon, Sandra qui est arrivée, Madeleine, Céline, Jessica, Nathalie, France, vous êtes réellement nombreux ce soir. Alors, on commence. Donc, le thème de ce soir, les esprits du bas astral. Les esprits du bas astral, bon, premièrement, le bas astral, ça se trouve où? C'est une des dimensions qui est en parallèle avec notre monde physique. En fait, aussi, notre monde physique fait partie d'une des dimensions. Pour ceux et celles qui ont assisté à ma conférence dans les 2 dernières années, qui avaient lu mon livre « Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière », je parle des différentes dimensions où est-ce que, lorsqu'on meurt, on arrive dans notre état de conscience. Alors, plus nos vibrations sont élevées, plus on est bien avec nous-mêmes, nos croyances, on réalise qu'on est décédé, plus on monte dans des états de conscience modifiés qu'on appelle aussi la lumière. Mais je vous dis tout de suite, la lumière, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu, c'est pas une place qu'on va atteindre, c'est un état de conscience qu'on a. OK? Donc, tous les mondes de lumière, les esprits sont lumineux, les esprits comprennent la situation, les esprits savent où ils s'en vont, les esprits apprennent, cheminent avec les anges. Tandis que lorsqu'on s'en va dans le monde un peu plus sombre, il y a plus qu'une dimension. On nomme le bas astral, mais il y a l'entre-deux mondes que moi j'appelle l'entre-deux mondes. C'est un lieu où est-ce que les esprits sont en confusion. Ils comprennent pas qu'ils sont décédés. Ils réalisent pas. Donc, toujours dans l'état de conscience, les esprits qui sont morts subitement, les personnes, pardon, qui sont mortes subitement, et qui prennent un certain laps de temps avant de réaliser qu'est-ce qui leur est arrivé, bien, vont être en confusion. Souvent, dans l'entre-deux-mondes, on va retrouver des âmes qui vont répéter souvent les mêmes scénarios, comme lorsqu'ils étaient vivants. Ils vont rentrer à la maison, ils vont s'asseoir sur le divan, ils vont s'en aller à la cuisine, ils vont manger, ils vont prendre quelque chose dans l'armoire. Tout ça se fait dans un monde parallèle au nôtre et très peu de gens sont conscients de ça. C'est-à-dire que si on a des facultés, si on a des dons, si on est capable de percevoir ce qu'il y a dans un monde parallèle, ben oui, ça peut nous arriver de croiser ces personnes-là ou de sentir leur présence. Mais la plupart du temps, la majorité des gens, on se rend pas compte qu'il y a des personnes qui sont en plan parallèle avec nous et qui se promènent dans la même maison que nous, par exemple, mais il n'y a pas d'interférence, c'est-à-dire qu'ils essaient pas de rentrer en contact avec nous et nous, on les perçoit pas. Mais plus on descend, plus on comprend pas ce qui nous arrive, plus on est négatif, plus on est en colère, plus on veut pas mourir, plus on a fait des choses sur le plan terrestre qui étaient difficiles, on a mauvais caractère. Tout ça fait en sorte que nos énergies se trouvent à baisser, notre taux vibratoire se trouve à baisser.
Et lorsqu'on meurt et qu'on s'en va du côté plus négatif, plus sombre, bien justement, comme je vous dis, il y a l'entre-deux-mondes et on s'en va vers le bas astral. Et il y a même plus bas que le bas astral, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette dimension-là. Les esprits du bas astral, on va souvent les appeler des mauvais esprits. Hein? On va parler des mauvais esprits. Il y a des mauvais esprits dans ma maison. Chez une telle personne, chez Ali, il y avait des mauvais esprits là. Et il se passe quelque chose de négatif. Un objet tombe, une porte ouvre toute seule. On dit, oh, c'est une mauvaise énergie, c'est un mauvais esprit. Mais en réalité, est-ce que c'est toutes des mauvaises personnes, des mauvais esprits? Pas toutes, pas toutes. Il y en a qui sont là par confusion. Il y en a parce que ils veulent vraiment pas continuer d'avancer. Ou, comme je vous ai dit tantôt, on refuse. Parce que oui, quand on arrive de l'autre côté, on peut ne pas accepter d'être mort. Je vous dis, c'est un état de conscience. Donc, on continue de réfléchir, on continue de penser, on continue même dans ces mondes-là à avoir les mêmes émotions que sur le plan terrestre, qui est la colère, le chagrin, la haine, tout ça, ça nous habite encore au point de vue de nos corps d'énergie. Alors, quand on est dans le bas astral et qu'on appelle ça des mauvais esprits, c'est ceux qui sont axés vraiment sur le côté négatif et qui font des mauvais coups. Mais des mauvais coups pour faire peur énormément, pour faire mal énormément. Mais la majorité des âmes errantes sont des âmes qui recherchent en fait tout simplement de l'attention. Alors, un peu comme un enfant qui est petit et que vous amenez chez le dentiste puis vous lui dites de s'asseoir et de rester tranquille, mais que cet enfant-là, il grimpe partout, il met ses mains dans les vitres, il met ses mains sur les comptoirs, il court à travers les tables, à travers les chaises. Est-ce qu'on va dire de cet enfant-là que c'est un mauvais enfant? Non. On va dire que c'est un enfant qui est turbulent, on va dire que c'est un enfant qui a besoin d'attention. Alors, c'est la même chose pour les esprits qui sont errants dans le bas astral. C'est des esprits, c'est des âmes qui recherchent de l'attention. Et pourquoi ils veulent de l'attention? Parce qu'ils veulent de l'énergie. Et s'il y a votre attention, s'il y a votre énergie, ben, il se nourrit de ça et il devient parfois plus fort pour faire plus de manifestations ou pour vous accaparer un peu plus et rester dans vos énergies. Alors aujourd'hui, je vous décris tout ça, mais je vais aussi vous dire comment on peut les enlever dans notre énergie. Hein? Je pense qu'il y en a certains ce soir qui aimeraient ça aussi savoir qu'est-ce qu'on fait quand on en a dans la maison, quand on est en présence et quand il y en a dans nos énergies. Alors, les âmes du bas astral, ce sont des personnes qui sont décédées et qui ont descendu au niveau vibratoire et qui se sont retrouvées dans cette dimension-là, qui est une dimension plus froide, plus sombre, où est-ce qu'effectivement il y a de l'énergie plus négative. Et comme je répète, les personnes qui sont à ce niveau-là, les âmes qui vont errer, cherchent l'attention. Et c'est pour ça qu'il y a des manifestations parfois dans nos maisons qui nous font peur, qui nous font sursauter, qui nous font nous poser des questions et qui fait en sorte que des fois, on va sentir une énergie lourde dans la maison, une énergie lourde dans nos énergies, où on va se sentir plus fatigué, où on va sentir qu'on a besoin de sortir de la maison parce qu'on se sent pas bien dans ce lieu-là. Ben, à ce moment-là, les énergies négatives, ben il y a des esprits errants dans ça. Et justement, les esprits qui sont errants vont errer dans une maison où il y a des énergies négatives parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Alors, une des premières choses qu'on doit faire quand on veut plus d'esprits errants dans la maison chez nous, c'est de faire un nettoyage énergétique partout dans la maison pour chasser le plus possible le négatif et ensuite mettre de la joie. On met de la joie avec de la lumière, on met de la joie en ouvrant les rideaux de nos fenêtres, on met de la musique, on danse, on chante, on reçoit des amis à souper, on reçoit la famille, on écoute des comédies, on fait du cocooning sur le divan. Tout ça fait en sorte que si on met du positif dans la maison, mais les esprits, des âmes errantes ou les esprits malcommodes, moqueurs, vont pas rester dans notre maison, vont pas stagner dans notre maison parce qu'ils n'auront rien à se nourrir. À la différence, si vous entrez dans votre maison puis vous vous apercevez que vous fermez toujours les rideaux, quelque chose vous pousse à garder les rideaux fermés, à avoir des pièces sombres dans la maison, vous allumez pas les lumières souvent, vous êtes plus fatigué, je l'ai dit tantôt, vous êtes plus triste, vous vous chicanez, vous vous enfermez tous chacun dans vos chambres. Tout ça fait en sorte que ça alourdit les énergies, ça devient un peu négatif et là, les esprits moqueurs,
là, les âmes errantes vont prendre cette énergie-là, vont s'en nourrir et vont vouloir vous influencer à ce que ça continue. OK? Alors, je vois plusieurs personnes qui arrivent encore une fois. J'aimerais que vous commenciez à me poser vos questions. Alors, dans la section commentaires, là, comme à l'habitude, vous allez bien m'écrire qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce que vous aimeriez savoir en ce qui concerne, pour le moment, les esprits du bas astral. Donc, écrivez-moi vos commentaires, écrivez-moi vos questions. Je vais tranquillement répondre à ces questions-là. Et aussi, j'ai encore Michel qui est avec moi ce soir. Si jamais je rate quelques-unes de vos questions, bien, Michel les surveille puis il va me les dire. OK? J'en ai une première, Sylvain Labarre, qui me dit, parle-moi des guides spirituels qui accueillent les âmes défuntes après la mort. Sylvain, oui, c'est une bonne question parce que oui, il y a des âmes, il y a des anges, il y a des guides spirituels, il y a notre ange gardien, il y a notre famille qui nous accueille quand on change d'état de conscience, quand on vient qu'à mourir. Mais on a toujours encore notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix d'aller vers eux, de les suivre, puis de se laisser porter émotionnellement et tout. Mais il y a des âmes qui, une fois arrivées de l'autre côté, encore une fois, sont en confusion. En confusion, on va pas voir les guides spirituels, on va pas voir l'ange gardien, on va pas voir les anges, on va pas voir la famille. Une fois qu'on réalise peut-être un peu qu'on est décédé, mais qu'on refuse, ben on veut pas voir ces êtres-là. Et on va dire tout de suite, parce que la question va être posée, puis elle fait un lien avec celle de Sylvain. Oui, quand on est dans le bas astral, quand on est une âme malcommode, quand on est une âme errante, quand on est un esprit moqueur, il y a possibilité de remonter dans la lumière. Et là, notre ange gardien est toujours avec nous. Mais la plupart des esprits écoutent pas leur ange gardien. Alors, jusqu'à temps qu'il y ait une lumière qui se fasse, jusqu'à temps qu'il y ait une pensée qu'on ait de positive, notre ange gardien va nous donner la main et il va nous amener dans les mondes plus lumineux, dans les états de conscience plus lumineux. Michel, tu avais une question? Oui, de Stéphanie Fradette. Je voulais savoir combien de temps une personne peut rester dans le bas astral ou dans l'entre-deux-mondes. OK, oui. Bon, premièrement, Stéphanie, Stéphanie, parfait. Le temps n'existe pas dans l'au-delà, mais on va se référer à notre notion de temps à nous sur le plan terrestre. Alors, une âme qui descend vers le bas astral, qui se laisse descendre soit dans l'entre-deux-mondes ou dans le bas astral, peut rester, mon Dieu, des jours, des semaines, des mois, des années même, parce que pour eux, le temps n'existe pas. La chose que je sais pour avoir eu plusieurs communications ou lu plusieurs histoires ou vécu plusieurs expériences, la plupart du temps, des esprits qui sont mauvais, qui sont malcommodes, qui sont moqueurs, c'est des esprits que ça fait des années qu'ils sont présents. Ils ont eu le temps d'accumuler de l'énergie négative, de se renforcer au point de vue des énergies négatives. Donc, des êtres que ça fait peut-être des vingtaines, trentaines, quarantaines, peut-être même des centaines d'années qui sont pris dans ce bas astral-là. Et si je dis le mot pris, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu d'amour, pas vu de la lumière, que là, ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'ils puissent remonter. Alors, le temps où ces êtres-là vont rester, c'est pas nécessairement systématique un temps donné. C'est tout dépendamment de leur effort et de leur volonté pour augmenter leur taux vibratoire, augmenter leurs énergies et croire que la vie peut être plus belle une fois qu'on est de l'autre côté. C'est bon? Vas-y, Michel, t'en avais une autre? Carmel Fournier qui veut savoir, l'énergie résiduelle vient-elle de quelqu'un qui est descendu au bas astral? Carmel, l'énergie résiduelle, on va faire une différence. Une énergie résiduelle, c'est pas vivant. Ça n'a pas un lien avec une personne décédée en tant que telle. On va faire des liens, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir une énergie résiduelle de gens vivants. Je donne un exemple. Vous êtes dans une pièce, vous êtes dans le salon à la maison chez vous et depuis quelque temps, vous n'arrêtez pas de vous chicaner avec votre mari. Puis vous vous chicanez, puis vous vous chicanez. Et toute l'énergie qui est en train de se dégager dans le salon, dans cette pièce-là, devient une énergie lourde, devient une énergie négative. OK? Alors, quand vous quittez la pièce, vous vous en allez travailler, vous allez ailleurs, vous êtes bien, vous revenez à la maison. Dès que vous rentrez dans le salon, vous sentez que c'est plus froid, que c'est plus lourd. On appelle ça une énergie résiduelle parce que c'est l'énergie qui reste après où il s'est vécu des émotions. Autant dans le positif que dans le négatif.
Et l'énergie résiduelle, je pourrais aussi la comparer ma tante, ma tante qui arrive le samedi après-midi, qui s'est mis plein de parfums, qui sent énormément le parfum et qui, à la fin de la journée, s'en va et que même, je vous dirais qu'en fin de soirée, on sent encore le parfum de cette ma tante-là dans la maison. Mais c'est ça, une énergie résiduelle. Alors, les personnes décédées, est-ce qu'elles peuvent laisser des énergies résiduelles dans une maison? Je dirais oui, mais ils vont pas la faire vivre, cette énergie résiduelle-là. Encore une fois, ça peut être dans une maison dans laquelle on vit, qui a été bâtie dans les années 1800, dans les années 1900, au début des années 1900, et on va ressentir ce qui se passait à l'époque dans cette même pièce-là où on est. Ça, c'est de l'énergie résiduelle. Donc, on peut faire un lien avec les personnes décédées parce que ils peuvent vivre et se nourrir dans l'énergie résiduelle, mais ils ne causent pas nécessairement l'énergie résiduelle. C'est toutes les émotions qui causent l'énergie résiduelle, les énergies, ce qu'on y vit, etc. C'est bon, Carmel? Donc, j'ai Linda qui dit, Marc dit, besoin de réponse, pourquoi je les vois et je les sens? Quand on les perçoit, quand on les voit, quand on les ressent, c'est qu'on a des capacités psychiques plus développées. On est des hypersensibles, on est des personnes qui vont ressentir et percevoir beaucoup plus qu'est-ce qui se passe dans un monde parallèle que, encore une fois, la majorité des gens. Je vous dirais qu'autour de nous, dans notre aura, il y a une lumière spéciale, il y a une lumière particulière qui brille et qui fait en sorte que les esprits peuvent le percevoir. Parce que, je répète, les personnes qui sont décédées, nos défunts, autant les esprits moqueurs que ceux qu'on aime et qui sont bien, n'ont pas d'yeux physiques. Quand on meurt, on n'a plus nos yeux physiques. Alors, comment on voit? On voit avec notre corps astral. Dans ce temps-là, moi, je dis souvent, on voit avec nos yeux astrales. Alors, les personnes décédées vont voir cette lumière-là autour de nous rayonner plus particulièrement que d'autres. Donc, il y a d'autres, ça va être faible comme lumière. D'autres personnes comme nous qui sommes médiums ou qui sommes hypersensibles, la lumière, elle est plus rayonnante et les esprits sont attirés vers cette lumière-là. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'on est réceptif, alors ils veulent entrer en contact avec nous. Soit parce qu'ils ont besoin de réponses, soit parce qu'ils ont besoin de se faire aider à traverser dans la lumière, à se faire donner des explications, se faire dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais aussi, bon, s'ils sont mal intentionnés, ben là, ça va leur faire plaisir, eux, de venir chercher notre énergie. Ils vont dire, bon, tiens, garde quelqu'un qui va me comprendre, quelqu'un qui va peut-être avoir peur, quelqu'un qui va me sentir. Puis, à ce moment-là, va venir prendre nos énergies. Alors, pourquoi on les voit, pourquoi on les ressent, ça peut faire partie de notre mission de vie. Ça peut être que c'est parce qu'on est comme ça. Il n'y a peut-être pas d'autres explications pour cette question-là. Linda et Marc. Michel, est-ce que tu en avais une autre? Oui, il y a Nelson Junior Carrière qui veut savoir, ces âmes du bois astral sont-elles des âmes qui se sont suicidées? Il y en a beaucoup, oui. Beaucoup d'âmes qui s'enlèvent la vie vont se retrouver à ce niveau-là. Mais c'est pas toutes et c'est pas systématique. OK? Donc, c'est pas toutes les âmes qui s'enlèvent la vie qui se retrouvent dans le bas astral. Mais on s'entend, quand une âme, quand un être vivant s'enlève la vie, c'est parce qu'il est pas heureux, c'est parce que ça va pas bien, c'est parce qu'il est négatif, c'est parce qu'il est tanné. C'est pour un paquet de raisons complètement négatives. Donc, en traversant, en changeant d'état de conscience, ben l'énergie, pour tout de suite, elle est pas plus belle pour l'humain qui vient de s'enlever la vie. Alors, tout de suite, ces énergies vont baisser, 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 puis il y en a qui vont pas vouloir remonter là, puis là, ils vont continuer comme sur le plan terrestre. On sait bien, c'est juste à moi que ça arrive ces choses-là, je suis pas heureux. Ils vont vivre ça, ils vont vibrer ça. Alors oui, pour beaucoup, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes qui se sont enlevées la vie, d'âmes de suicidés qui se retrouvent dans le bas astral. Mais il y a aussi les gens qui ne croient pas à la vie après la mort, qui ne croient pas à la communication, qui n'acceptent pas d'être décédés, qui sont décédés trop subitement. Des personnes qui foncièrement sur la terre sont méchants. Donc, les gens qui foncièrement sur la terre sont méchants, sont négatifs, sont colériques, sont pas bien dans leur peau, je vous dirais que la plupart vont descendre vers le bas astral avant de remonter, changer d'état de conscience et d'aller dans la lumière. OK? Donc, c'est pas juste les personnes suicidées, mais il y en a plusieurs qui se retrouvent à ce niveau-là. C'est vrai. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, Michel?
Marie-Pierre Pradette. Oui. Les esprits négatifs peuvent-ils nous faire du mal à nous, les vivants? Ont-ils ce pouvoir? Marie-Pierre, hein, tu me dis? C'est M-Pierre, j'imagine. OK, donc on imagine c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, je suis obligée de répondre oui. Je suis obligée de répondre oui parce que ça s'est déjà vu. Mais ceci dit, je sais qu'on est plusieurs ce soir sur le live et que ça va être en rediffusion par la suite. Je veux pas faire peur aux gens. Je veux pas que les gens commencent à penser que, bon, ça y est, les esprits vont les attaquer. Non, c'est très exceptionnel. Mais oui, c'est déjà arrivé que des esprits moqueurs aient assez d'énergie, aient assez de force pour pouvoir, par exemple, nous graffiner, nous laisser des marques sur notre corps physique, nous serrer un bras, nous pincer, nous donner des tapes. À la rigueur, et ça s'est déjà vu, des gens qui se sont toutes seuls dans une maison, là, ils savent qu'ils sont toutes seuls et ils se sentent poussés, mais poussés très fort, comme si quelqu'un était arrivé en arrière et les avait poussés. À ce moment-là, oui, ça existe. Mais encore une fois, je vous dirais, c'est très exceptionnel. On voit pas ça souvent. On n'a pas vu ça souvent non plus. Et on souhaite pas voir ça souvent. Et je vais dire aussi tout de suite quelque chose parce que les esprits, tout esprit, tout ce qui est dans un monde parallèle, les anges, les êtres de lumière, les guides, les défunts, nos défunts, qu'ils soient dans la lumière ou qu'ils soient un peu plus bas dans les énergies, donc dans le bas astral, peuvent avoir une influence sur nous. Comment ils font ça? Ils rentrent dans nos énergies, dans notre aura, dans nos corps d'énergie. Et là, télépathiquement, ils vont nous envoyer des émotions, des pensées, des ressentis. Ils vont nous envoyer ça dans nos énergies. Alors, si on les laisse entrer dans nos énergies et on accepte leurs pensées, on accepte ce qu'ils nous envoient, bien là, ils vont prendre du pouvoir sur nous, puis ils vont prendre de l'influence sur nous. Alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, bien, il faut se protéger, il faut s'entourer d'une lumière blanche. Et dès qu'on a des pensées qui nous ressemblent pas, dès qu'on a l'impression de dire des choses que c'est pas nous, voyons d'où ça vient, ça, c'est pas moi ça. Alors, on peut tout de suite s'arrêter et se demander, bon, j'ai-tu quelqu'un qui est dans mes énergies et tout ça? Parce que souvent, ça commence comme ça. Hein, ça commence pas d'un seul coup. Ça commence graduellement. Ces êtres-là rentrent dans nos énergies graduellement. Ils veulent se faire amis avec nous. Ils veulent attirer notre attention. Et là, quand ils voient qu'on a leur attention, ben là, ils nous lâchent plus. C'est vraiment comme sur le plan physique. Si vous vous donnez de l'attention à quelqu'un qui en cherche beaucoup, bien, plus vous allez en donner, plus il va venir en chercher, plus il va vous déranger, plus il n'arrêtera pas. Bien, c'est aussi la même chose une fois qu'ils sont décédés. Ces êtres-là, si vous leur donnez la possibilité de vous influencer, ils vont la prendre, cette possibilité-là. OK? Bon, ça, c'est bon, on l'a fait celle-là. Cora qui demande, si je n'ai pas d'expérience, est-ce que je peux faire le ménage énergétique par moi-même? Oui, on peut tout faire notre nettoyage énergétique par nous-mêmes. Alors, je vous donne tout de suite le rituel. Je vous l'explique tout de suite, le rituel. La première des choses à utiliser, c'est de la sauge. La sauge, pourquoi la sauge? Parce qu'elle a la propriété de briser tous les éléments négatifs qui sont dans l'énergie, qui sont présents dans l'énergie. Donc, on peut faire passer la sauge dans une pièce. Donc, s'il y a eu beaucoup de chicanes, s'il y a eu beaucoup de négatifs, des paroles qui se sont dites, des émotions, de la peine, tout ça, ben, est-ce qu'on peut enlever l'énergie négative? Oui, on prend la sauge, on l'allume, c'est un bâton de sauge, la sauge blanche en feuille, on l'allume, puis là, on peut la passer dans la pièce ou on la passe tout autour de nous pour éliminer le négatif. Ça va le briser, le négatif. Maintenant, quand on fait le rituel, on prend du sel de mer qu'on va mettre dans un bol et qu'on va mettre soit dans la pièce, si c'est un nettoyage de pièces et de maisons qu'on fait, ou soit on va mettre le bol à nos pieds. Pourquoi? Le sel de mer a la propriété d'absorber le négatif. Alors, quand la sauge va tout avoir brisé le négatif qui nous entoure, ça va tout tomber dans le bol où ce que le sel de mer, ça va être attiré, le sel de mer va prendre l'énergie négative, va l'emprisonner. Alors, quand on va avoir fini le rituel, on va prendre le sel de mer et on va le jeter à l'extérieur de la maison. Parce qu'on veut pas que ça reste dans la maison, on va le jeter à l'extérieur. Tout au long du rituel,
Lorsque vous promenez votre bâton de sauge, vous demandez à votre ange gardien d'être présent avec vous. Vous dites toute énergie négative est éliminée, je remplace par du positif. Ici, il n'y a que de l'amour, il y a du bien-être, je me sens bien. Vous répétez des phrases qui sont positives. Vous pouvez faire des prières, vous pouvez lire des prières. En fait, faut que vous fassiez des choses qui vont remonter votre taux vibratoire. On s'entoure d'une lumière blanche et le nettoyage énergétique, il est fait. Alors, est-ce qu'on peut tous le faire par nous-mêmes? Oui, et vous pouvez même le faire avec d'autres personnes. Vous le faites à une personne et vous le faites, on nettoie nos énergies, on s'entoure d'une belle lumière blanche. Oui, c'est possible de le faire. OK. Bon, je purifie ma maison chaque semaine. Il y a encore des âmes errantes. Pourquoi? Ça, c'est Nathalie. Nathalie, dites-moi, est-ce que vous, quand vous faites votre nettoyage énergétique, ensuite, est-ce que vous augmentez le taux vibratoire de votre maison? Parce que ça, c'est hyper important. On a dit pendant des années de faire des nettoyages énergétiques, puis on arrêtait là. Moi, la première. Mais j'ai compris par la suite que faire un nettoyage énergétique, c'est beau, mais après ça, il faut l'augmenter le taux vibratoire de la maison. Alors, si vous augmentez le taux vibratoire, le taux vibratoire de la maison et que ça revient et que ça recommence, ça veut dire que les âmes errantes sont un peu plus puissantes. Ça prend peut-être des gens qui vont venir faire le nettoyage avec vous ou pour vous et qui vont aider les âmes à passer dans la lumière. Et si ça se poursuit, et que ça devient de plus en plus fort ou de plus en plus incontrôlable, je vous dirais, bien, il faut commencer à penser peut-être à vendre la maison puis à déménager. C'est la dernière solution. Il y a des gens qui font encore venir des prêtres aujourd'hui en 2018 et il y a des prêtres qui se déplacent puis qui viennent bénir les maisons. Alors, ça aussi, ça peut être un recours, mais quand on est rendu là et qu'il n'y en a plus de recours, ben, à ce moment-là, je suggère, moi, qu'on change de maison, qu'on change nos énergies. Michel, tu en avais une question? Dominique Barrette. Oui. Les esprits du bas astral peuvent-ils habiter un corps physique vivant, surtout si cette personne vit un moment difficile dans sa vie? Quels sont les signes à vérifier? Comment faire la différence entre une dépression ou une méprise? Oh, c'est une grande question. Répète-moi le prénom de la personne. Dominique Barrette. Dominique. OK. Dominique, quand une entité, quand une âme errante se colle dans nos énergies, elle se colle dans notre aura. Elle rentre pas à l'intérieur de notre corps physique parce que ça, c'est que notre âme qui est là. Donc, quand on entend parler de cas de possession, etc., dans les films, on voit ça souvent, ils rentrent à l'intérieur, mais dans la réalité, c'est qu'ils prennent possession de toute l'énergie physique qu'on a ici, de l'énergie dans notre aura. Puis là, ils vont se coller et ils vont nous influencer tellement fort que oui, on peut changer de voix, oui, on peut changer de personnalité et tout ça. Les signes, c'est tout de suite, c'est de voir qu'on est beaucoup plus fatigué que la normale. Mais là, je vous le dis, là, s'il y a des gens qui m'écoutent ce soir puis vous êtes fatigués, pensez pas tout de suite que vous avez des esprits collés sur vous ou vous êtes possédés, là, OK? Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes à vérifier avant. Mais une des premières, effectivement, les esprits vont venir nous voler notre énergie. La deuxième, qui selon moi est très importante, je vous l'ai dit tantôt, si vous vous rendez compte que vous êtes plus vous-même, que vous dites des choses puis c'est pas vous ça, que vous êtes plus méchant que d'habitude, que vous êtes plus bête que d'habitude, ben à ce moment-là, oui, là, on peut commencer à se demander, y a-t-il quelque chose dans mes énergies qui va pas? C'est vrai que les esprits du bas astral, les âmes errantes, les esprits malcommodes, les mauvais esprits, vont aller vers ceux qui ont une lumière, qui sont réceptifs, mais vont aller vers ceux qui sont malades, qui sont en dépression, qui sont déprimés parce qu'ils sont déjà faibles. Une entité, une âme moqueur, un esprit moqueur va pas s'attaquer à quelqu'un qui est en pleine joie de vie, qui est en pleine possession de ses moyens, qui est en contrôle, qui est rempli d'énergie, qui est en santé, qui est de bonne humeur, que tout va bien. Encore là, il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, ces esprits d'âmes errantes-là, ben, ils vont s'attaquer ou ils vont venir se coller dans les énergies des gens qui sont faibles, qui sont vulnérables, qui sont des victimes, qui sont tranquilles, qui sont renfermés, qui sont intériorisés. Je vous dirais, on voit beaucoup plus souvent des entités collées après ces gens-là qu'après des gens qui sont comme plein d'énergie. C'est bon, Dominique? OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question?
question. Mumu Marquis. Une personne qui quitte le plan terrestre va-t-elle directement dans l'au-delà? Rejoint-elle ses proches rapidement? On en a parlé un petit peu au début de Facebook Live ce soir. Mon Dieu, je cherche mes mots ce soir, hein. Je veux parler trop vite. On a dit un peu au début, les personnes, quand on décède, notre état de conscience va changer. Oui, on s'en va directement dans l'au-delà, mais l'au-delà, c'est large parce qu'il y a plusieurs dimensions. Donc, ça va dépendre dans quel état de conscience on est. Alors, plus on est conscient, plus on est lucide, on est réveillé, on comprend qu'on est décédé, effectivement, on rejoint ceux qu'on a connus avant, ceux qu'on a aimés avant, notre famille, les gens décédés avant nous. Si on est dans la confusion, si on trouve ça plus difficile, à ce moment-là, on s'en va temporairement dans une salle d'attente qui va nous amener peut-être un peu plus du côté plus froid ou plus sombre, le temps qu'on réalise tout ça. OK? Michel, tu en avais une? Oui, il y a Louise Gobel qui aimerait bien que tu démystifies le jeu Ouija. J'ai bien dit OK. le jeu Ouija. Oui, on va en parler du jeu Ouija. Parce que, en fait, pour moi, c'est pas un jeu. J'ai de la misère à croire qu'encore aujourd'hui, on rentre chez Toys R Us, on rentre dans les magasins de jouets, et qu'on retrouve la planche Ouija accessible. Et il y a même quelques années, je sais même pas s'ils le font encore, là, mais il y a quelques années, ils l'avaient fait pour les jeunes enfants. Donc, les roses, des tables roses, puis des tables bleues, des planches bleues, Ouija, pour les petits gars et pour les petites filles, puis c'était pour les jeunes enfants. Mon Dieu, je peux pas croire. En fait, je peux croire parce qu'il y en a qui croient pas à ça et qui prennent ça vraiment comme juste pour un jeu, juste pour un plaisir. Mais moi, ce que je crois du Ouija, c'est une porte ouverte qu'on fait sur un monde parallèle, mais qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Parce que de façon générale, le jeu Ouija, la planche Ouija, elle a une connotation négative. Elle a une connotation qui attire déjà la peur, le dégoût, l'anxiété, la nervosité, et de ce fait même, attire les âmes qui vont répondre à cette énergie-là, à ces émotions-là. Je lisais aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui avait écrit en commentaire, j'ai déjà fait du Ouija, mais on faisait un cercle de protection. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Je vous dirais, on a fait du Ouija quand on était jeune, comme la majorité d'entre nous, on a fait sans penser aux conséquences. Mais quand on est réceptif, les conséquences, ils peuvent nous suivre pendant longtemps. Par la suite, quand j'ai grandi, j'ai compris que ça pouvait être un outil de communication parce qu'en fait, la table, la planche Ouija, c'est un outil de communication. Je pourrais dire comme un autre, mais comme je vous dis, celui-là, il y a une connotation plus négative et il y a une vibration plus négative. Donc, dès qu'on prend cette planche-là, on est déjà dans un état de mon Dieu, c'est dangereux de jouer à ça. Tiens, on va essayer ça juste pour le fun. On va faire des expériences. Il y a comme quelque chose qui énergétiquement flotte autour de cet objet-là. Alors, pour moi, l'avoir déjà essayé en faisant des cercles de protection et en faisant une belle soirée, puis quand je vous dis un cercle de protection, c'est de ne pas accepter n'importe qui pour faire cette expérience-là. Nous, on l'avait fait vraiment sous forme d'expérience, mais je l'ai fait peut-être une ou deux fois dans les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que c'est pas mon outil de prédilection pour entrer en communication. Parce que comme il est négatif, aussitôt qu'on va mettre le verre sur le jeu ou qu'on va mettre la petite planchette sur le jeu, c'est de l'énergie négative qu'on va attirer. Alors, il y en a qui ont eu des expériences où ils se sont fait dire des choses qui sont vraiment arrivées dans le futur. C'est déjà arrivé, effectivement. Maintenant, habituellement, les esprits connaissent pas notre futur. Donc, il y a des esprits moqueurs qui vont lire dans nos pensées et qui vont nous répondre tout simplement ce qu'on a dans nos pensées. Alors, vous écoutez autour de vous, parlez à des gens, puis vous allez voir que ce que les esprits leur ont dit comme réponse à leurs questions, c'est ce qu'ils voulaient entendre et ce qu'il y avait déjà dans leur tête. Maintenant, je vous dis pas que c'est toujours le cas, puis je vous dis pas que c'est pas vrai parce que effectivement, on peut communiquer avec des bons esprits toujours sur ce mode de communication-là, mais je ne le suggère pas, mais pas du tout. Surtout si vous n'êtes pas expérimenté, surtout si vous avez envie de tester, de faire ça pour le fun, de vous amuser, de vivre une expérience, je vous le conseille pas.
parce qu'on ouvre une porte et quand on ouvre une porte et qu'on n'est pas capable de la refermer, bien, tous les esprits qui vont passer à travers cette porte-là par la suite peuvent apporter leur lot de négatifs, de méchanceté, et j'en passe. OK. Michel, tu avais une question? Inquiet de savoir comment se débarrasser du jeu. Bon. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La meilleure façon de s'en débarrasser, on dit que c'est de l'enterrer. Pourquoi? Ben parce que on le neutralise. Si on le brûle, on dit qu'en brûlant une planche de Ouija, on ouvre une porte parce que le feu est une énergie qui va ouvrir ou qui va donner de l'énergie. Alors moi, avant, je disais on peut le brûler, mais je me suis fait taper un petit peu sur les doigts par des gens d'expérience qui m'ont dit non, 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 parce que le feu est une énergie en soi et ça va ouvrir la porte. On me conseille plus d'enterrer le jeu à un endroit où est-ce qu'on va être sûr qu'il ne se fera plus déterrer par la suite. Okay? Donc, c'est une manière. Bon, il y a des gens qui vont peut-être dire, voyons, c'est bien trop, là, tu le prends, tu le mets dans la poubelle. On pourrait essayer de le mettre dans la poubelle aussi, mais si on va avoir la tête plus tranquille, on veut pas que personne d'autre tombe sur cette planche-là. Surtout si vous avez eu des mauvaises expériences avec une planche, à ce moment-là, oui, on pourrait conseiller plutôt de l'enterrer que de la brûler. Michel, tu en avais une autre? Ben, pour le Ouija, non. On peut, si tu veux revenir sur les amérantes. Oui, vas-y. Qui sont ces esprits du bas astral, des meurtriers? Bon, on a un peu répondu tantôt, mais oui, ça vient en de fait Nancy. partie. De Nancy, oui, ça en fait partie parce que ce sont des gens, comme je disais tantôt, qui ont déjà une base négative, soit dans leur personnalité ou soit dans le moment qu'ils vivaient au moment où ils sont décédés. Mais tous les gens qui sont en train de m'écouter et qui est heureux, des parents de famille, vous aimez vos enfants, vous travaillez, vous essayez toujours de faire de votre mieux. Ayez pas peur de tomber dans le bas astral quand vous allez partir, là. Ça vous arrivera pas parce que pour en arriver à être dans le bas astral, il faut qu'on ait accumulé du négatif, vécu du négatif, avoir à l'intérieur de nous une personnalité négative, une personnalité méchante, une personnalité défaitiste, pessimiste, tout ça. Si vous pensez que vous êtes comme ça, ben faites quelque chose. Et élevez vos vibrations parce que oui, il y a des possibilités qu'une fois que vous arrivez de l'autre côté, vous n'allez pas voir le soleil. Ça va pas. C'est un état d'esprit. Hein? Quand on décède, c'est un état de conscience qui change. En ce moment, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre situation amoureuse, dans votre situation de travail, partout dans votre vie, ben faut le changer, puis vous êtes capable de le changer. C'est la même chose quand on arrive de l'autre côté. Ceux qui s'en vont dans le bas astral, c'est ceux qui ont toujours vécu dans le noirceur, dans le négatif, dans le néant, dans la non-croyance. Donc, forcément qu'un meurtrier, il est pas bien dans sa tête, il est pas bien dans son corps, il est pas bien dans sa peau, là. Hein, tout ce qui est meurtrier, tout ce qui est agresseur, tout ce qui est abuseur, tout ce qui est pédophile, souvent ces êtres-là, eh bien, ils vont se retrouver dans le côté plus sombre, dans le côté plus noir, dans le côté plus négatif. OK? Bon. Oui, on demande toujours la protection de notre ange gardien. Ça fait toute la différence. On parle de la planche Ouija pour faire nos expériences, mais que vous fassiez de l'expérience avec de l'écriture automatique, avec du channeling, avec une soirée de spiritisme, avec les tables tournantes, tout ça, c'est des outils qu'on peut utiliser pour rentrer en contact avec nos personnes décédées. Je le dirai jamais assez, mais il faut demander la présence de notre ange gardien pour nous aider à nous protéger et nous guider aussi parce qu'il va nous guider. Intuitivement, on va savoir où on s'en va. Intuitivement, si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous allez savoir quand c'est le temps d'arrêter. Quand il faut pas faire de l'écriture automatique parce qu'on est trop fatigué, on va attirer des âmes plus basses. Hein? Que ce soit, encore là, je répète, l'écriture automatique, les plans, tout ça, tous ces outils-là, on demande avec notre ange gardien d'être présent. On s'entoure d'une lumière blanche, on fait une prière, puis on s'écoute, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. France Goupil qui demande, est-ce dangereux d'acheter une maison où il y a eu un drame familial ou beaucoup de discorde antérieurement? C'est pas dangereux à condition qu'au moment où on va entrer dans cette maison-là, on y fasse un bon nettoyage d'énergie. Okay? Quand on entre dans un nouvel appartement, dans un nouveau logement, dans une nouvelle maison, je pense que pour la plupart,
on rentre dans la maison puis on nettoie, même si la personne avant nous a fait un bon ménage, a laissé la maison propre, on a besoin de laver. On a besoin de laver les armoires, on a besoin de laver la salle de bain, on a besoin de laver les planchers. Puis pour ça, ben c'est pour mettre aussi nos énergies. Alors, si on achète une maison où il y a eu un drame familial, c'est sûr que faut prendre en considération qu'il y a une possibilité que les personnes qui sont décédées dans la maison restent prisonniers dans la maison. Faut en être conscient pour ceux qui y croient. Il y a des personnes qui vont rentrer dans les maisons qui croient pas à ce genre de choses-là, ils ne seront pas affectés. Puis c'est curieux, mais c'est comme ça, hein. Les gens qui ne croient pas à ces choses-là vont habiter une maison hantée, puis ils verront rien, puis ils ressentiront rien de ce qui va se produire dans cet endroit-là parce qu'ils sont pas réceptifs. Les esprits savent, donc ils les achaleront pas. Ils iront pas vers eux parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de réponse. Ils savent qu'ils n'auront pas de répercussions de ce qu'ils vont essayer de dire ou essayer de faire. OK? Donc, la maison qu'on veut acheter où il s'est passé un drame, vous faites la promenade dans la maison, vous visitez tout, puis là, vous sentez les énergies. Si vous sentez ça réellement trop lourd, vous sentez réellement que vous avez la chair de poule, puis vous avez juste hâte de sortir de cette maison-là, allez pas l'acheter, parce que le nettoyage, il va être vraiment important à faire. Mais s'il s'est passé un drame, il s'est passé quelque chose, puis que lorsqu'on entre dans la maison, on sent ça bien ou on sent rien, les énergies semblent bien, je vous conseille de faire un nettoyage énergétique, et c'est tout. Et c'est tout. Vas-y. Il y a Claudette Mainville qui voudrait savoir, quelqu'un qui garde les cendres d'une personne décédée, si ça dérange la personne décédée ou la personne qui garde les cendres. Je vais répondre à la question parce que oui, elle pourrait faire un lien avec notre thème d'aujourd'hui. Si on garde les cendres de quelqu'un à la maison, est-ce que ça va empêcher l'âme d'avancer ou est-ce que ça va faire en sorte que la maison va être hantée par la personne de qui on a les cendres? Je vous dirais non. C'est pas le fait qu'on garde les cendres à la maison qui va emprisonner un esprit. Ce qui va emprisonner un esprit, c'est s'il n'accepte pas d'être parti de cette maison-là. Ce qui va emprisonner un esprit ou l'empêcher d'avancer, c'est si nous, à chaque fois qu'on regarde l'urne, on pleure. À chaque fois qu'on passe devant l'urne, on prend une demi-heure pour parler, demander toutes sortes de choses, etc. À ce moment-là, oui, ça peut empêcher l'âme de progresser et elle peut se retrouver dans le bas astral parce qu'elle n'aura jamais assez d'énergie qu'il faut pour augmenter son état vibratoire, son taux vibratoire et sa conscience aussi. Alors, si on a l'urne à la maison et que on passe devant, un petit salut, une petite pensée, puis ça reste comme ça, il n'y en a pas de problème. OK? Ça répond à la question. Chantal Métivier qui demande comment peut-on empêcher une énergie négative d'entrer chez nous? Exemple, des enfants qui reviennent d'un endroit qui n'a que de la rancune, etc. Ouais, Chantal, je pense que je comprends un petit peu votre question. Ouais, je pense que je comprends un peu votre question. Quand les enfants ils reviennent d'une autre maison où ils ont peut-être vécu du négatif ou qui ramènent avec eux de la rancune parce que l'autre parent a peut-être dit du négatif, je pense qu'on peut s'en aller là un peu dans l'histoire. C'est peut-être pas nécessaire quand les enfants rentrent de cet endroit-là de passer la sauce puis d'enlever tout le négatif, malgré que ça pourrait très bien se faire. On pourrait les nettoyer de toutes les énergies qui ramènent de l'endroit où ils étaient. Et ça, je fais des farces parce que ça peut être chez un autre parent, mais ça peut être quand vous revenez de chez votre belle-mère, chez votre belle-mère qui peut être très gentille. La mienne, en tout cas, est très gentille. Je sais pas si ça m'écoute ce soir, mais très gentille, j'aurais pas de problème avec elle. Mais il y en a qui ont des belles-mères malcommodes. Alors, quand on revient de chez la belle-mère, oui, on peut se faire un nettoyage énergétique ou tout simplement, on prend un bain rempli de sel de mer, un bon 2 tasses dans un bon bain d'eau chaude, ça va enlever tout le négatif qu'on a autour de nous. Alors, comment on fait pour empêcher un esprit négatif d'entrer à la maison? Ben oui, on fait attention d'où on vient. Si on est allé dans des endroits qui étaient négatifs, si on a passé la journée à l'hôpital, on a passé un séjour à l'hôpital parce que c'est un endroit où on ramène du négatif. Vous êtes allé vous promener dans un cimetière où vous aviez des funérailles, vous êtes allé au salon mortuaire, etc. Quand on revient à la maison, on a systématiquement un peu d'énergie négative autour de nous. Alors, c'est pas grave, ils ramèneront pas d'esprit. Mais il y en a d'autres que parfois, oui. Alors, le secret, nettoyage énergétique, la sauge et tout ça.
Et si vous voulez pas qu'un mauvais esprit rentre dans votre maison, élevez le taux vibratoire de votre maison. Je vous le dis, les esprits manqueurs, les mauvais esprits, les esprits malcommodes n'aiment pas errer dans une maison où tout le monde est heureux, tout le monde est parfait, c'est beau, il y a des plantes, il y a des fleurs, le soleil rentre partout, les lumières sont allumées. Les esprits moqueurs aiment pas ce genre. Ben, avez-vous remarqué que la plupart des expériences de mauvais esprits nous sont rapportées dans les sous-sols? Hein? Êtes-vous de ceux ou de celles qui parfois hésitez à descendre dans votre sous-sol? Vous allumez toutes les lumières en descendant, puis vous remontez à la course, etc. Pourquoi? Mais premièrement, le sous-sol, c'est en dessous de la terre, donc c'est plus bas que la maison. C'est un endroit qui est plus froid, c'est un endroit qui est plus sombre, c'est un endroit qu'on va pas souvent. Mais c'est pour ça que les esprits moqueurs se retrouvent souvent dans les endroits comme les sous-sols, la chambre à fournaise, les hangars, les remises, tous les endroits où il y a moins d'énergie qu'on peut dépenser dans ces lieux-là. OK? Donc, pour empêcher un esprit d'entrer dans la maison, ou du moins qu'il reste pas dans la maison, on met du positif partout dans la maison. OK? Bon, j'en ai plusieurs qui nous écoutent. Il y en a plusieurs, vous posez des questions. Je vous invite à réécouter la vidéo parce qu'il y a plusieurs réponses qui ont déjà été, plusieurs questions, pardon, qui ont déjà été répondues. Bon, Catherine qui demande, est-ce que ça peut être dangereux de faire des voyages astrales lorsqu'on dort et pourquoi en fait-on? Catherine, allez écouter mon Facebook Live de la semaine dernière. La semaine dernière ou il y a 2 semaines. Non, c'est la semaine dernière, je répondais aux questions, la foire aux questions, parce que je réponds aux voyages astrales. Donc, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Des voyages astrales, on en fait tous les nuits. Le voyage astral, ce qu'on appelle le voyage astral, peut être un voyage plutôt conscient et lucide. C'est pas dangereux si, encore une fois, on s'entoure de lumière. Mais il est vrai que dans nos rêves, on peut se retrouver dans le bas astral. Donc, quand vous faites des rêves et que autour de vous, c'est pas beau, c'est pas joli, vous avez l'impression que vous faites un cauchemar, vous avez des esprits qui veulent rentrer dans vous, qui ont les yeux rouges, qui veulent vous atteindre, qui vous griffent, qui vous font mal, etc., puis que dans votre rêve, vous savez que c'est un esprit, un mauvais esprit, ben c'est votre âme qui, au moment de vous endormir, quand elle est sortie de votre corps physique, bien, vibratoirement, elle était plus basse, donc elle s'est retrouvée dans la dimension où il y a des esprits moqueurs, des esprits qui steignent, des esprits qui sont errants. Puis, c'est pas des rêves qui sont agréables. Souvent, on se réveille et on dit, oh, j'ai fait un cauchemar, etc. Mais oui, vous pouvez, vous-même, en étant vivant, sous forme de rêve, aller dans l'univers du bas astral. OK? OK. Comme Madeleine, la pendule. Ah oui, la pendule, André. André, oui, le pendule. Ben, c'est pas qu'il est dangereux, le pendule, mais c'est un outil de communication qu'on peut utiliser soit pour aller voir notre futur. En fait, vous savez que le pendule, c'est la prolongation de votre subconscient parce que le pendule, vous l'avez dans vos mains et le pendule, il va vibrer avec les réponses qui sont dans votre subconscient. Mais c'est encore une fois un outil avec lequel on peut communiquer avec le monde parallèle, avec nos personnes décédées. Alors, comme c'est un outil, on fait la même chose. Premièrement, votre pendule, je vais vous conseiller de le nettoyer dans le sel de mer. À chaque fois que vous allez faire une expérience, vous allez mettre votre pendule soit avec un bâton de sélénite, soit avec un cristal de quartz clair. Là, vous allez le mettre dans le sel de mer pour absorber toutes les énergies que votre pendule va avoir accumulées pendant vos exercices, pendant vos expériences. Avant de faire l'exercice du pendule, vous demandez la présence de votre ange gardien, vous vous entourez de lumière, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser cet outil-là. Michel, est-ce que... Je ne sais pas si tu n'avais parlé tantôt, mais il y a Émilie Larocque qui veut savoir comment refermer la porte après avoir joué à Ouija. OK. Lorsqu'on utilise, bon, on va parler de la planche Ouija, mais tous les autres, là, le pendule, l'écriture automatique et tout ça, quand on va fermer les portes, ben, c'est de s'assurer de dire, bon, je vais dire la fameuse phrase, là, de dire merci, effectivement, d'avoir de la gratitude, de s'imaginer fermer les portes, de s'imaginer fermer un vortex, parce que c'est des vortex aussi qu'on va créer quand on ouvre les portes. Donc, de les fermer, de le visualiser qu'on ferme une porte, de visualiser qu'on ferme la vibration dans laquelle on est.
de remercier, je vais le dire, même si ça fait un peu bizarre. On dit merci à tous ceux qui ont participé. On demande à notre ange gardien de faire en sorte que tout soit le mieux dans le meilleur des mondes aussi. OK? Bon, une autre qui pose la question avec le pendule, je pense que c'est une des premières fois que j'ai autant de questions avec le pendule. Et c'est bien, parce que oui, travailler avec le pendule, ça peut être très bien, mais comme je dis, ça reste tous des outils qu'on utilise pour ouvrir des portes. Que même moi, je le fais, mais je le fais de manière naturelle. Je vais utiliser un pendule, mais le pendule, je l'utilise pas de manière à le faire bouger. Moi, je l'utilise comme antenne, il est toujours dans ma main puis il bouge pas. Ce pendule-là, il ne sert qu'à mes canalisations. Ce pendule-là est toujours serré avec une sélénite, avec un quartz, parce qu'à chaque fois que je m'en sers, on le nettoie, parce qu'il me sert à capter des énergies. Mais même moi, là, quand je fais mes conférences puis que je vais donner des messages à des gens, on ouvre des portes. On ouvre des portes pour communiquer avec les personnes décédées. Quand je fais une soirée privilège, je rentre dans la maison chez les gens et on ouvre une porte parce qu'on veut parler avec nos personnes décédées. Bien, je m'assure toujours de refermer la porte quand je termine. C'est quelque chose que je fais télépathiquement. C'est quelque chose que je fais d'emblée. C'est devenu un automatisme pour moi afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'esprit qui reste sur place après. Et pourtant, c'est quelque chose qui est tout naturel, mais au même titre que le Ouija, au même titre que le pendule, au même titre que l'écriture automatique et tout ça, ça reste qu'on ouvre des portes dans un monde parallèle, dans quelque chose qui est psychique et c'est quelque chose qu'on contrôle pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus. OK? Donc, faut s'assurer de bien fermer les portes. Parce que vous le demandez beaucoup. Nicolas Chassé qui demande, c'est pour quand les prochaines conférences? C'est pour bientôt, Nicolas. On est en train de réserver les salles, on est en train de réserver les dates, de réserver les villes. Donc, probablement qu'à la fin mars ou au début avril, je vais mettre sur mon Facebook, sur mon site internet marylencoulombe.com, toutes les dates et toutes les villes où il va y avoir mes prochaines conférences. Il va y en avoir cet été, il va y en avoir ce printemps, cet été et cet automne des conférences. Donc, encore une fois, je vais me promener à travers la ville de la province du Québec cette année, puis mon calendrier va être bientôt disponible. OK. Bon, Mariette qui dit qu'elle avait invité un médium à la maison pour la purifier et on fait brûler la planche dans le foyer. On entendait des pleurs et des gémissements. Comme on le disait tantôt, le feu, c'est une grosse énergie. Et à ce moment-là, je vous dis pas que c'est mal de faire ça comme ça, mais ça peut donner au contraire de l'énergie aux esprits qui sont un peu rattachés à cet outil-là. OK? Jacques Tuot qui demande quand notre travail est rempli d'énergie négative et d'entités négatives. On travaille à l'urgence, comment bien se protéger? Et justement, Jacques, c'est un des endroits qui est le plus difficile à travailler. Je dis un des endroits. Ça fait partie des endroits où il y a énormément d'énergie négative parce qu'on côtoie des gens qui sont malades au niveau mental aussi, pas juste au niveau des microbes puis au niveau des maladies, mais au niveau psychique, au niveau psychologique et tout ça. Dans les hôpitaux, il y a énormément de gens qui décèdent et qui ne comprennent pas qu'ils sont décédés, donc qui hantent les hôpitaux, qui vont errer dans les hôpitaux. À ce moment-là, on est appelé à côtoyer ça. Quand nous, on va faire une visite, c'est une chose, mais quand on travaille dans un hôpital, ça, c'est une autre chose. Puis en plus, genre, vous travaillez aux urgences, donc au côté des urgences, c'est encore... je pense que ça bouge un petit peu plus. Il y a peut-être un peu plus de négatif à cet endroit-là. La première des choses, quand on part travailler le matin, on demande à notre ange gardien de nous accompagner. On s'entoure d'une lumière blanche. On peut utiliser le savon que j'ai dans mes produits, le savon pour se purifier, pour se nettoyer, enlever les énergies négatives qui est fait à base de sauge et de camphre. On peut utiliser la sauge avant de partir. Et ce que je conseille souvent à mes gens, si c'est possible, genre si vous travaillez avec un uniforme qui a des poches, achetez-vous un petit sac transparent au magasin du dollar, par exemple. Un sac qui est en tissu transparent. Mettez 2-3 cuillerées à thé de sel de mer. Attention ici, là, c'est pas du sel d'Epsom, c'est du sel de mer. Mettez ça dans la petite pochette et mettez la pochette dans vos poches, puis changez-la à tous les jours.
Pourquoi le sel de mer? Il a la propriété d'absorber le négatif, donc il vient pas se coller dans nos énergies. OK? À la fin de votre quart de travail, à la fin de votre journée de travail, plongez-vous dans un bon bain rempli de sel de mer ou utilisez un savon naturel fait avec de la sauge et du camphre ou au moins avec de la sauge. Ça va nous aider. Roxane qui dit si on n'aime pas l'odeur de la sauge, c'est vrai que ça sent très fort la sauge. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose pour briser les énergies négatives ou faire un nettoyage de maison? Il peut y exister d'autres sortes d'encens qui sont peut-être moins forts, mais principalement, c'est vraiment la sauge qui fait éliminer le négatif qui est autour de nous ou qui est dans la maison. Si jamais vous avez d'autres produits, je pense à Manon à la savonnerie, le temps d'une pause, qui va offrir la sauge en liquide. Donc, à partir de ce moment-là, ça sent moins fort que la sauge en bâton. Et aussi les produits Invocation qui ont l'encens liquide, qui peut sentir encore là un peu moins fort que de faire vraiment brûler la sauge en bâton. Diane Gadouri a une bonne question. Comment un ange gardien fait pour aimer une personne méchante qui fait du mal? L'ange gardien va pas aimer la personne qui fait du mal. L'ange gardien, il est là pour faire en sorte que cette personne-là change, que cette personne-là comprenne qu'elle a pris une mauvaise voie, qu'elle fait pas du bien, qu'elle ne se fait pas du bien, qu'elle ne fait pas du bien aux autres autour d'elle. Son ange gardien, Diane, il est dans ses énergies, là, à même titre que vous, que moi, qu'une personne, que Mère Teresa, mais que Mère Teresa, mais ça fait partie du libre arbitre du méchant que de ne pas écouter sa petite voix intérieure. Vous, là, Diane, moi, ou les autres personnes qui m'écoutez, là, si vous venez pour faire mal à quelqu'un ou faire mal à un enfant, par exemple, là, je suis sûre que vous n'êtes pas capable. C'est pas fondamentalement dans vous. Alors, on écoute notre petite voix intérieure, notre conscience qui dit, ben non, fais pas ça, là, tu vas le regretter, puis c'est pas bien de faire ça. Puis plus vous êtes conscient, plus c'est difficile de faire du mal. Plus vous êtes conscient, puis quand je dis faire du mal, c'est faire du mal dans toutes sortes de choses, là. Que ce soit de voler du temps à vos patrons, que ce soit de compter une menterie à quelqu'un de la famille, etc. Il vient un moment donné où vous êtes plus capable parce que vous pensez aux conséquences, vous pensez au karma, vous pensez que ça va vous revenir. Mais qu'est-ce qui vous fait penser tout ça? Il y a votre libre arbitre et il y a votre ange gardien. Alors, l'ange gardien qui a choisi de travailler avec quelqu'un qui a une personnalité difficile, c'est très bien ce qu'il a à faire et il va aider cette personne-là à s'en aller dans le droit chemin, mais il peut pas le faire à sa place, puis il peut pas provoquer les choses pour que pour cette personne-là, il devienne une bonne personne. Mais ça existe des gens qui changent en cours de route dans leur vie. Ça existe des gens qui ont été méchants, qui ont fait du mal, puis qui ont changé, qui ont suivi des thérapies, qui ont compris des choses, qui ont pris des prises de conscience, puis qu'aujourd'hui, ils sont complètement nouveaux, complètement changés. Ça existe. Alors, qu'est-ce qui peut les aider? Le même ange gardien. OK? Peut-on choisir, bon, Marie-Pierre Harvey qui demande, peut-on choisir avec qui entrer en contact avec Ouija ou ça attire n'importe quel esprit? C'est sûr que la personne qui veut tenter une expérience avec du Ouija puis qui demande à ses chums de dire ouais, ce soir là on fait du Ouija puis qu'on appelle esprit es-tu là, ben, à ce moment-là c'est vrai qu'on attire n'importe quel esprit puis les premiers qui vont se présenter, je vous le dis, c'est des esprits moqueurs, c'est des esprits du bas astral, c'est des petits comiques qu'on appelle puis s'il y a de l'énergie négative aussi, un des participants il est complètement vulnérable, en dépression ou même méchant ou même pas bien, à ce moment-là, c'est vraiment vrai qu'on va attirer des mauvais esprits. Par contre, si on fait la planche Ouija et qu'on décide de faire une planche de lumière, parce que je sais qu'il y en a qui appellent ça une planche de lumière au lieu d'appeler ça une planche de Ouija, et c'est correct aussi si on veut l'utiliser à ce moment-là, et qu'on fait notre cercle de protection, qu'on s'assure de travailler avec des participants qui sont positifs, qui sont pas en état d'ébriété, qui n'ont pas pris de la boisson, qui n'ont pas pris de drogue, qui ne prennent pas des médicaments trop forts. À ce moment-là, on invoque des personnes très précises. Oui, ça peut fonctionner parce que c'est un outil de communication. Mais, encore une fois, je répète, je ne le suggère pas, je ne l'envoie pas en premier. Il existe tellement d'autres méthodes à travailler, avec lesquelles travailler avant de prendre celui-là. Mais, c'est à votre choix.
J'en ai plusieurs questions ce soir, hein. Chantal qui me dit, tu me fais peur, je vis dans un sous-sol. Ben oui, Chantal, faut pas que vous ayez peur de vivre dans un sous-sol, là. Ils se tiennent pas, les esprits, se tiennent pas systématiquement dans les sous-sols. Parce qu'il y a des sous-sols qui sont vraiment bien aménagés, des cinémas maisons vraiment bien aménagés, des sous-sols qui ont des grandes fenêtres, des demi-sous-sols qui ont pleine clarté, pareil comme si on était en pleine hauteur dans une maison. Donc, faut pas avoir peur si vous restez dans un sous-sol, là. Faut pas penser tantôt, hein. Mais je parle des sous-sols où c'est plus lugubre. Des sous-sols où on va presque pas souvent. Des sous-sols qui sont pas finis, des caves, OK? Des caves. On a des maisons encore ici, par chez nous qui ont des caves. On descend dans la cave. À ce moment-là, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus, comme je disais, plus lugubre. La vibration est un petit peu plus basse parce que on vit pas dans les sous-sols, dans la plupart des sous-sols, à moins d'habiter comme vous, Chantal. Ça, c'est autre chose. Annie qui vient d'arriver. Salut de moi et Serge. Allô, Annie. Allô, Annie et Serge. Ensuite, oui, Michel, t'en as une? Le Roxane veut savoir comment monter le taux vibratoire d'une maison. Comment on monte le taux vibratoire d'une maison? La première des choses, on ouvre toutes les stores, les rideaux pour laisser entrer du soleil. On met de la musique dans la maison, de la musique qui est entraînante. Quand on part travailler, on laisse la musique jouer. Pourquoi? Parce que ça fait de la vie dans une maison. Dans cette maison-là, on va recevoir des amis avec lesquels on va rire. On laisse courir les enfants, on fait on s'amuse avec les enfants. Faut qu'il y ait du rire. En fait, tout ce qui peut être positif va élever le taux vibratoire de la maison. Il y a des maisons dans lesquelles on rentre, c'est vraiment bien décoré, mais on se sent pas bien. C'est froid. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'âme. OK? Puis pourtant, la maison est bien décorée. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'énergie, c'est l'âme de la maison. Alors, on peut rentrer dans une maison qui est plein de stock, comme on dit, les tablettes sont pleines, les comptoirs sont pleins, les tables sont pleines, mais tu rentres dans cette maison-là, puis le taux vibratoire, il est élevé, on est bien, tout ce qu'on veut, c'est retourner là, c'est retourner là, c'est retourner là, mais pourtant, c'est pas un lieu qui est vraiment décoré, décor mag, etc. Alors, le secret, c'est de rendre votre maison chaleureuse, c'est de rendre la maison, mettez des chandelles, mettez des plantes, mettez des fleurs, allumez des petites lumières, c'est ça qui va faire augmenter le taux vibratoire de la maison. Parlez à votre maison. Hein? Quand vous rentrez dans la maison, dites bonjour, c'est moi, je suis contente de rentrer à la maison. Quand vous vous promenez dans la maison, puis vous regardez vos meubles, vous regardez vos murs, vous regardez votre décoration, puis vous dites, mon Dieu, je suis fière, c'est ma maison, ça. Ça élève le taux vibratoire de la maison parce que j'ai envie de vous dire qu'une maison, ça a une âme. Ça a une âme, ça a un vécu, puis ça a des vibrations et ça répond aux vibrations. OK? OK. Qu'est-ce que bon, attendez. Louise Castonguay, j'ai souvent la sensation qu'on me fume dans le visage. Est-ce qu'on veut m'envoyer un message? Louise, bon, la première des choses, c'est de regarder si l'odeur, elle vient bien d'un monde parallèle ou si c'est pas quelqu'un dans les murs voisins qui fume beaucoup. Ça, faut faire attention à ça. Si on a tout éliminé ça, c'est pas possible que ça vienne des voisins puis que vous avez cette odeur-là autour de vous. Effectivement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un présent dans vos énergies qui essaie de vous faire comprendre, dans un premier temps, qui est présent avec vous. Peut-être que c'est juste ça. Il veut juste que vous sachiez qu'il est présent. Fait que quand vous allez dire, oh, ça sent la cigarette, il y a quelqu'un avec moi, ça peut s'arrêter là. Parce que la personne, ça peut être juste ça qu'elle cherche. Elle peut chercher à vouloir se faire comprendre parce que si c'est quelqu'un que vous avez connu, elle veut peut-être que vous compreniez c'est qui. Elle le fait en envoyant une odeur particulière où vous allez reconnaître. Si vous me dites, non, Marilyn, je connais personne de vivant qui fumait, puis maintenant qui est décédé, à ce moment-là, on a canalisé un autre esprit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison avec vous, qui est dans vos énergies avec vous et qui veut tout simplement être dans vos énergies. Il cherche justement votre attention. Dans ce temps-là, et ça, écoutez-moi bien tout le monde, peu importe les esprits qui sont dans la maison chez vous, peu importe les esprits qui sont autour de vous dans vos énergies et que vous ne voulez plus avoir. On fait le nettoyage d'énergie, mais soyez direct. Vous sortez de mes énergies. C'est mes énergies, c'est ma maison, c'est chez moi ici. Vous n'avez pas d'affaires ici. Soyez ferme. Attention, il faut pas se fâcher.
Il faut pas crier après eux parce que dans la réalité, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous faire fâcher. Ils veulent que vous vous emportiez parce que quand vous êtes fâché, vous dégagez une énergie qui leur fait plaisir à eux parce que c'est de l'énergie négative, puis ils vont prendre cette énergie-là. Alors, faut pas se fâcher, mais il faut être ferme. Et là, il faut leur dire, sors d'ici, c'est pas chez toi. Si vous avez des enfants qui ont de la difficulté à aller se coucher parce qu'ils disent qu'ils ont peur, parce qu'il y a des esprits dans leur chambre, ils se réveillent en plein milieu de la nuit puis ils s'en viennent en pleurant dans la chambre vous rejoindre puis qu'il y a quelqu'un, il y a un monsieur, il y a une madame, elle est pas fine, elle est méchante et tout ça, bien, vous avez le droit de rentrer dans la pièce et de dire tout ce qui est ici, qui est négatif, on n'a pas besoin de ça, vous allez sortir de la maison. Plus vous allez être ferme, plus vous allez dire à ces entités-là, à ces esprits-là de partir et que vous mettez du positif, ben vous allez faire le nettoyage automatiquement. Vous n'avez pas besoin des spécialistes qui vont venir faire du nettoyage à la maison chez vous. Vous êtes capable de faire partir tout ce qui est négatif. Mais attention, ça va partir si vous faites partie de négatif. Si vous-même, vous êtes quelqu'un avec un tempérament négatif, ça va être un petit peu plus dur à faire partir, par exemple. OK? Oui, vas-y. Oui, il y a Jeff qui veut savoir, est-ce qu'un cimetière est un lieu de paix ou plus non sain? Est-ce que les esprits peuvent déranger parce qu'on habite à 2 mètres d'un cimetière? Bonne question. Répète-moi le prénom. Je pense que c'est Jeff Boyd Sylvain Duplessis. OK, c'est beau. Il y a des cimetières. Marilyn, là, ici, là, si vous me suivez sur Facebook, vous savez, j'aime les cimetières. J'aime qu'est-ce qui règne dans un cimetière. J'aime voir les pierres tombales. J'aime voir ce que les gens prennent le temps de mettre sur les pierres tombales, etc. Alors, il y a des cimetières qui sont paisibles. Il y a des cimetières où on est bien dans ces endroits-là. Les âmes, une fois que le corps est enterré dans le cimetière, que ce soit dans une urne, que ce soit dans un cercueil, pardon, la plupart des âmes n'habitent pas les cimetières. Donc, quand vous, là, vous allez voir votre défunt dimanche après-midi au cimetière, vous seriez surpris de savoir que le défunt, il embarque dans la voiture avec vous puis qu'il se rend au cimetière avec vous sur sa tombe. Parce que il est pas au cimetière. La plupart des esprits sont pas au cimetière. Alors, quand on va au cimetière, c'est un endroit qui, la plupart du temps, est paisible. Mais il existe des cimetières qui sont plus, l'énergie est plus lourde, c'est plus négatif. Des âmes qui sont errantes vont errer dans les cimetières parce que c'est là où on a apporté leur corps pour la dernière fois, puis ils sont restés là. Encore une fois, il y a une connotation un peu d'épouvante par rapport au cimetière. Alors, énergétiquement, ça a un taux vibratoire plus bas. Est-ce qu'il y a des âmes qui sont errantes dans les cimetières? Oui. Et là, on dit les cimetières, mais de plus en plus, on voit des columbariums aussi. Et dans les columbariums aussi, c'est pareil comme dans les cimetières. On peut rentrer dans certains columbariums où on est bien, on passerait la journée là. Puis il y a d'autres columbariums, on a la chair de poule, on se sent pas bien, on pogne mal à la tête, on veut sortir de là, tout ça. Alors, oui, il faut faire attention quand on va dans les cimetières pour se protéger avec une belle lumière blanche. Toujours aller dans les cimetières avec respect. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que ça fait si on reste à quelques 100 mètres du cimetière? J'ai toujours dit aux gens d'éviter le plus possible d'acheter une maison ou d'aller habiter près d'un cimetière. Et on dit cordonnier mal chaussé. J'ai habité pendant 3 ans à côté d'un cimetière, vraiment à côté. Je peux vous dire que le premier soir où je suis rentrée dans cette maison-là, j'ai senti qu'il y avait des âmes qui erraient dans le cimetière, qui sont venus voir qui j'étais, ce que je faisais. Je leur ai expliqué, puis je leur ai dit que non, sur mon terrain, tu peux pas rentrer là, c'est ma maison. Je les ai mis un peu à l'extérieur. J'aurais dit dehors, dehors, dehors. J'ai protégé ma maison. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, effectivement, dans un cimetière, s'il y a des âmes errantes, les âmes errantes vont pas se limiter aux clôtures du cimetière. Ils vont aller se promener un peu partout, tout autour. Donc, il y a une possibilité qu'ils entrent dans les maisons, les écoles, les églises, les commerces avoisinant un cimetière. Et ça, je vous parle par expérience, je l'ai vu souvent, 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 souvent. Alors, on demande de faire attention, mais il n'y a pas de problème. Si vous entrez dans la maison, faites votre nettoyage énergétique, mettez vos limites sur votre terrain, pas juste sur la maison, mais sur votre terrain quand vous habitez près d'un cimetière. Puis à ce moment-là, pas de problème. OK?
André qui dit feuille de laurier, j'imagine vous me dites ça à la place de la sauge, mais André, c'est pas la feuille de laurier, il faut pas prendre ni de la sauge de cuisine, ni les feuilles de laurier, ça remplace pas, OK? Donc la sauge, c'est vraiment de la sauge en bâton, c'est vraiment de la sauge blanche qui est cultivée et non pas la sauge qu'on utilise là pour faire nos recettes dans la cuisine. Linda Jacques pose une bonne question. Une personne négative dans notre entourage peut-il ou peut-elle nous attirer des esprits du bas astral par son intermédiaire? Oui. Vous savez, tantôt quand je disais, je riais un peu parce que est-ce qu'on peut faire un nettoyage énergétique quand les enfants reviennent d'une fin de semaine chez un autre parent où il y a eu du négatif? Les enfants rentrent à la maison, ils amènent les odeurs, le négatif avec eux. Oui, c'est fort possible. Donc, nous, on peut être hyper positif, mais la personne avec qui on habite, elle est négative, elle est pessimiste. Est-ce qu'elle va attirer, elle, les énergies du bas astral, les esprits moqueurs, les mauvais esprits, tout ça? Oui, c'est une possibilité. Est-ce que vous allez être touché? C'est possible que oui, vous pourriez être touché parce que l'âme de cette entité-là va pas rester juste avec la personne. Si elle voit qu'elle peut aller chercher d'autres énergies à côté, elle va aller la chercher. Oui. Donc, effectivement, ça peut nous interpeller. OK, il y a plein de questions. Une pierre de sel décorative qui change de couleur et qui coûte quand assez cher, si le sel attire les mauvaises vibrations, peut-on garder cette pierre longtemps? Oui, parce que la pierre de sel, elle est composée, elle a une propriété qui se nettoie facilement, qui va justement changer les ondes. Je suis pas la spécialiste pour répondre pour les lampes de sel. Je vous conseille d'aller chercher des informations complètement sur Internet, mais j'en ai une justement à côté de de mon ordinateur. Je l'utilise avec mon ordinateur. OK? Donc, va tout couper les ondes négatives, va chasser le négatif, puis c'est bon longtemps, les lampes de sel. Mais pour avoir plus de précision, parce que je ne veux pas parler à travers mon chapeau, allez faire une recherche directe sur Internet ou à des gens là qui peuvent, je sais qu'il y a des boutiques ésotériques qui vendent ces produits-là. Ici à Repentigny, on a la boutique L'Espoir qui vend les lampes de sel, puis je suis certaine qu'elle serait capable de répondre à cette question-là encore mieux que moi. Bouge pas. Anouka a une bonne question. Est-ce qu'avoir une photo d'une personne qui s'est suicidée, dans ce cas-ci, c'est son père, dans un cadre accroché sur le mur avec des signets de personnes décédées que j'aime beaucoup aussi, peut apporter du négatif dans ma maison ou me suivre? J'appelle mon cadre de souvenir des gens qui sont décédés. Anouka, non. Parce que quand vous faites ce cadre-là, vous y mettez de l'amour, vous l'avez dit, des signets de personnes décédées que j'aime beaucoup. Si vous prenez ce cadre-là, vous mettez la photo de ceux qui sont décédés, vous faites un beau tableau, ben à ce moment-là, c'est de l'amour que vous mettez là. Est-ce que ça va attirer le négatif? Non. Par contre, la personne qui s'est enlevée la vie, qui est dans votre cadre, c'est pas le cadre qui va être négatif, mais la personne qui s'est enlevée la vie, si elle est pas bien, puis qu'elle fait des manifestations à la maison, chez vous, peut-être qu'elle va vouloir attirer votre attention par rapport à ce cadre-là pour que vous fassiez un lien avec lui. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est pas parce qu'elle s'est suicidée que nécessairement le cadre devient quelque chose qui est négatif. Comme je vous ai dit, surtout que vous mettez beaucoup d'amour parce que vous mettez des signets de personnes que vous aimez. OK? C'est différent. Nancy qui me dit, puis ça arrive fréquemment. Vous m'écoutez pendant le Facebook Live et vous êtes rempli de frissons. Est-ce que c'est la possibilité qu'il y ait des esprits qui soient autour de vous? Oui, parce que même en ce moment qu'on fait un Facebook Live, on ouvre une porte sur le monde parallèle parce qu'on parle des esprits. Donc, si on parle des esprits, en quelque part, on les interpelle. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, là, il y en a plein autour de vous? Ayez pas peur, là. OK? Mais ça peut vouloir dire qu'effectivement, si vous avez des frissons, tantôt Dominique demandait un des signes. Il y a un autre des signes aussi que moi, je sais que j'ai affaire à un esprit du bas astral, c'est quand je deviens les pieds gelés, les mains gelées, ou que subitement, rapidement, j'ai froid partout. À ce moment-là, je sais que je suis en présence d'un âme qui est pas dans la lumière, qui vient me chercher toute mon énergie, qui fait que je deviens froide presque instantanément. Alors, quand on fait les Facebook Live, qu'on parle des entités aujourd'hui, particulièrement, on parle du Ouija et des entités du bas astral,
ben ça se peut qu'il y ait des entités qui soient à l'écoute, ça se peut qu'il y ait des entités qui résonnent ou que vous résonnez parce que vous avez ça autour de vous. Ça, c'est une possibilité. Donc, après le Facebook Live, un bon bain d'eau chaude avec du sel de mer, entourez-vous d'une lumière, puis si vous avez de la sauge à la maison, gênez-vous pas pour allumer le bâton de sauge puis la passer tout autour de vous. Marie-France qui me dit que c'est très intéressant. Merci Marie-France, c'est gentil. Oui, Il y a vas-y. des gens qui demandent où acheter du sel de mer. Sel de mer, on peut acheter ça en pharmacie. On peut acheter ça chez Walmart en grande surface. Mais je répète, on fait attention, on n'achète pas du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom n'a pas la même propriété. On voit plus souvent le sel d'Epsom un peu partout sur les tablettes, mais ça n'a pas la même propriété. C'est vraiment du sel de mer, puis pas le sel de mer de cuisine pour faire votre nourriture et tout ça, pas pour faire cuire vos homards et tout ça, c'est pas le bon sel de mer. C'est vraiment le sel de mer qu'on va retrouver dans les pharmacies. Il y en a parfois dans les magasins d'aliments naturels, mais dites à la boutique, dites c'est pour prendre votre bain, c'est pas pour faire de la nourriture, c'est pas pour consommer. Donc, sel de mer, on peut retrouver ça dans les grandes surfaces. Moi, la plupart du temps, j'achète le mien soit à la pharmacie ou soit chez Walmart. OK? Parler des miroirs. Nathalie pose la question, parler des miroirs. Les miroirs sont une porte, oui. Sont une porte entre nos deux mondes. Il y a beaucoup de légendes par rapport aux miroirs. Par exemple, casser un miroir, ça apporte 7 ans de malheur, tout ça, qui sont des superstitions, qui sont des légendes et tout, mais que si on y croit, que ça peut arriver, parce qu'on adhère à ça, oui. Mais les miroirs en soi, c'est vrai que ça peut être une porte entre nos deux mondes. On va voir ça souvent utilisé dans les films d'horreur, les miroirs, regarder dans les miroirs à minuit, le soir, etc. Pour ma part, j'essaie d'éviter les miroirs quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes ou si j'ai à me lever la nuit ou très tôt le matin, il fait encore noir. J'évite les miroirs, mais je vous dirais que dans mon cas, c'est peut-être plus la peur de croiser quelque chose dans le miroir parce que j'ai l'esprit totalement ouvert et croyant dans ces choses-là. J'essaie de les éviter. Est-ce que j'ai eu des expériences? Non, j'ai jamais eu d'expérience avec les miroirs. Mais oui, on peut dire que les miroirs peuvent être une porte entre deux mondes. Christella Beaulieu pose une bonne question aussi. Quelqu'un qui se drogue, quelle que soit la drogue, je ressens et vois près d'eux des âmes errantes, des voiles noirs. Comment je peux me protéger car je vis avec cet homme et je l'aime? Christella, la seule façon de vous protéger, c'est de vous entourer de lumière et d'écouter votre ange gardien. Parce que on peut essayer de vivre avec une personne qui a complètement une énergie différente de la nôtre. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais effectivement, il faut bien se protéger. Et je reviens avec le fait que vous posez comme question quelqu'un qui prend toutes sortes de drogues. Ça peut être des drogues et ça peut être des médicaments aussi. Hein? Tantôt, on parlait de gens vulnérables, des gens qui sont en dépression, des gens qui sont déprimés. Oui, il faut se protéger davantage parce qu'on est vulnérable. Les gens qui prennent des drogues, puis des médicaments pour avoir l'effet d'être coupé de nos émotions d'une certaine façon, ben à ce moment-là, oui, les entités ont plus de facilité à rester dans l'aura de ces personnes-là parce que l'énergie, elle est plus négative. Hein? Prendre de la drogue, c'est pas positif. Prendre une tonne de boisson, c'est pas positif. Donc, à partir de ce moment-là, oui, les entités, on les voit beaucoup plus souvent dans le corps de ces personnes-là. Quand je dis dans le corps, c'est dans les corps d'énergie de ces personnes-là, comparativement à des gens qui font du sport, qui sont en santé, qui sont de bonne humeur. Et là, attention, là, je parle pas de quelqu'un qui prend un petit verre de vin le vendredi soir ou 2 verres de vin le samedi, là. Je parle de quelqu'un qui prend beaucoup de boissons. OK? OK. Mais, OK. Une médium m'a déjà dit que mon fil était comme un vortex. C'est mon fils, hein, je crois. Oups, j'ai perdu Est-ce que tu l'as, toi? Oui, il m'a déjà dit que mon fils était comme un vortex. Il vit beaucoup d'anxiété, il a peur de tout et rien. Je Ouais. pense qu'il n'est pas conscient de ça. 3 petits points. Dois-je nettoyer la maison souvent? Répète-moi le prénom de la personne. Roxane. Roxane. Oui, Roxane, parce que quand on est avec des enfants qui sont anxieux,
des enfants qui sont hypersensibles, c'est conseillé de nettoyer plus souvent la maison parce que cet enfant-là va attirer les âmes. Mais faut pas, encore là, faut pas penser tout de suite que ça va être des mauvais esprits, des mauvaises âmes et tout ça. Mais ces enfants-là vont être plus réceptifs, vont plus les ressentir et justement vont être plus anxieux parce qu'ils ressentent des choses qui, pour eux, c'est peut-être pas tout à fait normal ou c'est pas tout à fait compréhensif. À ce moment-là, oui, je conseillerais de passer la sauge un peu plus souvent. Dans la chambre des enfants qui sont turbulents, qui ont de la misère à dormir, je conseille aux parents de pas hésiter à laisser des lampes, des veilleuses, des lumières allumées, la lumière du passage allumée. Je conseille aussi aux parents, quand les enfants partent pour la garderie ou partent pour l'école, allumer un radio, laisser le radio jouer toute la journée dans la chambre. La musique va élever les vibrations de la chambre. Donc, s'il y a du négatif dans la chambre, on élève les vibrations vibratoires de la chambre à coucher de l'enfant. Comme ça, quand l'enfant va se coucher le soir, ben il y a moins de vibrations négatives. Donc, tout ce qui est pas le fun, tout ce qui est pas beau ou tout ce qui serait errant dans la maison, ben il va pas aller dans la chambre de l'enfant parce que il y a trop de positif dans la chambre de l'enfant. On veut pas ça. Les esprits veulent pas ça. Ils veulent du négatif, eux autres. Ils veulent des énergies qui sont pas belles. OK? OK. On répond encore à une ou deux questions. Bon, Nancy qui demande, quand je suis assise au salon, des fois, je sens des petits courants d'air au niveau du visage. Pourquoi est-ce un esprit? Nancy, faut juste vérifier si vos chauffages ne partent pas parce que quand nos chauffages, nos plaintes électriques ou notre chauffage à air pulsé, là, à air, comment est-ce qu'on dit ça, là? Air soufflé, quand ça part, automatiquement, ça fait du vent dans la maison. Donc, on s'assure que soit qu'il n'y a pas de plaintes électriques qui sont parties, de chauffage qui sont partis, qu'on n'a pas oublié une fenêtre, qu'il n'y a pas quelqu'un dans une pièce voisine qui a fermé la porte et que ça a fait un courant d'air qui vient jusqu'à nous. Une fois que tout ça est fait, qu'on a tout éliminé ça, si vous ressentez un courant d'air frais sur votre visage, effectivement, ça peut être la présence d'un esprit, mais juste comme ça, on peut pas dire si c'est un mauvais esprit ou pas un mauvais esprit. Je sais pas si la question elle a passé dans le fil des commentaires. Les ombres noires, voir des ombres noires, on l'a pas vu, hein, Michel? Pourtant, on se la fait poser souvent la question et souvent les gens associent des ombres noires à des mauvais esprits. Pas systématiquement. Quand vous regardez votre ombre par terre, est-ce que votre ombre, elle est blanche? Non, hein? Elle est noire. Donc, aussitôt que c'est une ombre, aussitôt que c'est un reflet, c'est plus porté à être foncé. Mais si ça ne veut pas dire systématiquement que c'est un mauvais esprit. Donc, si vous voyez dans votre vision périphérique des ombres passer, ben, paniquez pas, puis pensez pas tout de suite que votre maison est hantée, parce que dans la réalité, c'est simplement des énergies qui viennent de passer, puis vous les avez vues. Souvent, on les voit dans notre vision périphérique parce que c'est ce côté-là de nos yeux, la vision périphérique, elle est moins développée que lorsqu'on regarde direct avec nos yeux physiques complètement en face. Dans le haut du live ce soir, je vous ai mis le livre « Nos morts reviennent nous voir ». OK? Voyez ce livre-là ici, là? « Nos morts reviennent nous voir, les phénomènes paranormaux, les raisons ». Dans ce livre-là, j'explique justement l'univers du bas astral, pourquoi ils viennent voler nos énergies, comment ils s'y prennent. J'explique des histoires que j'ai vécues. Entre autres, j'ai vécu dans une maison au nord de Montréal. Dans cette maison-là, c'est au début que je commençais à canaliser les esprits. J'étais pas très certaine de ma vocation, j'étais pas très certaine de mes pouvoirs, de mes capacités, et j'ai vécu tout plein de péripéties dans cette maison-là. Et je le relisais encore ce soir, puis j'en reviens pas là, de tout ce qui pouvait nous être arrivé dans cette maison-là. On dit qu'une maison peut être hantée, mais attention, c'est pas toutes les maisons qui sont hantées, ça peut être les gens qui sont hantés. Si je prends moi, Marilyn, d'une maison, toutes les maisons dans lesquelles j'ai vécu, il s'est passé des phénomènes dans ces maisons-là. Pourquoi? Parce que Marilyn, je suis ouverte à ça, les esprits voient ma lumière, puis ils vont venir vers moi. Mais la maison que je vous parle, dans le nord de Montréal, elle était vraiment hantée. Il se passait vraiment des phénomènes dans cette maison-là qui n'étaient pas liés du tout à moi, étaient liés vraiment à la maison. Alors, je le raconte dans ce livre-là, mais j'ai plein d'autres histoires aussi de phénomènes, d'expériences que j'ai vécues.
que j'ai vécu avec des gens aussi autour de moi. Puis j'explique là pourquoi ils reviennent, les raisons, les signes, la peur, la colère, les émotions. Tout ça est écrit dans le livre. Vous avez le lien en haut. Pour vous le procurer dans ma boutique en ligne, on va vous l'expédier dans les 7 à 10 jours qui vont suivre. Et aussi, si vous n'êtes pas membre de mon fan club, ben, allez faire la demande dans le fan club de Marilyn. Il y a des gens qui vont poser des questions. Je vais passer, je vais répondre aux questions. Ici, sur ma page où vous êtes présentement, ma page Medium, vous pouvez aussi poser vos questions. Je mets des articles en ligne, je mets des liens sur des articles qui sont intéressants. Je vais vous annoncer ici mes prochaines conférences, mes prochaines activités. Dernièrement, il y en a qui ont vu passer sur mon fil d'actualité mon jeu de cartes qui va être de communiquer avec les défunts. Mon jeu de cartes, je l'attends au mois de mai. Il devrait sortir au mois de mai. Je vais revenir vous en reparler aussi. Les conférences s'en viennent, les activités. Et d'ici 2 semaines, je devrais vous faire une annonce un petit peu particulière parce que plusieurs savent que je suis en réno présentement de mon tout nouveau local où il va y avoir mes bureaux, puis il va y avoir autre chose. J'ai hâte de vous en jaser. Alors, revenez sur mon site internet, marilyncoulombe.com. S'il vous plaît, après cette vidéo-là, n'hésitez pas à cliquer j'aime, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui aimeraient peut-être recevoir des réponses à leurs questions. Réécoutez la vidéo, puis si je peux, je vais aller répondre aux questions qui m'ont été posées ce soir dans les commentaires. Sur ça, je vous dis un gros merci et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye!